connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior et je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que tout va bien de votre côté. Ma complice du jour est une personne que vous avez l'habitude d'entendre dans ce podcast depuis maintenant 4 ans. Je suis ravi d'accueillir à nouveau Hélène. Salut Hélène. Salut Junior. Tout va bien ? Tout va très bien sous ce magnifique soleil. En fait, on n'a pas enregistré ensemble depuis l'hiver et en vrai, on n'a pas l'impression qu'il y a quelques mois qui se sont passés. Aujourd'hui, on va évoquer Ripley, une mini-série en 8 épisodes créée par Steven Zaillian, nouvelle adaptation du livre de Patricia Highsmith qui met en scène le personnage de Tom Ripley dans l'Italie des années 60 après Matt Damon en 99. C'est Andrew Scott qui s'y colle. Cette fiction est disponible sur la plateforme Netflix depuis le 7 avril 2024 et a pour particularité d'être en noir et blanc. Qu'avons-nous pensé de cette mini-série plutôt chaleureusement accueillie par la critique ? Avons-nous dévoré et adoré cette fiction ou au contraire est-ce qu'on a détesté ? Des éléments de réponse à ces questions et à plein d'autres juste après un premier extrait. You're a very hard man to find. No address, phone, office. Tom. Who is Tom? Tom Ripley. Tom Ripley. Thomas Ripley. I like the name. Tom what? Ripley. Ripley nous plonge dans les années 60 et Tom Ripley est un escroc, un arnaqueur new-yorkais engagé par un puissant fabricant de navires américain, Herbert Greenleaf. Il envoie Tom en Italie pour tenter de convaincre son fils Dickie, ou Richard, ou Ricardo, qui lui a cédé à la Bella Vita et ne souhaite absolument pas rentrer à la maison, mission donc confiée à Tom de le ramener aux États-Unis et en acceptant de remplir cette mission, Tom s'embarque dans une spirale de l'enfer qui va l'amener à mentir à tout bout de champ, à frauder des établissements bancaires et hôteliers et surtout va aussi l'amener à commettre des meurtres. Au casting, Andrew Scott, Dakota Fanning, Johnny Flynn, Vittoria Viviani, Elliot Sumner et Maurizio Lombardi. On va commencer par le commencement, Hélène. J'aimerais beaucoup savoir quelle relation tu avais avec le personnage de Ripley. Qu'est-ce que tu en connaissais ? Est-ce que tu as lu ce livre qui est sorti en 1955 ? Est-ce que tu avais vu le film d'Anthony Minghella de 99 ? Enfin bref, j'aimerais savoir dans quel sens tu as découvert, toi, le monde de Ripley. Alors moi Junior, j'étais persuadée d'avoir vu le film. Le talentueux Monsieur Ripley, ça me parlait, j'étais persuadée que je l'avais vu. Donc j'ai regardé la série en me disant oui, ça va me faire des flashs, ça va revenir. Et en regardant la série, mais alors aucun flash, ça me revenait absolument pas. Je me rappelais pas du tout avoir vu le film. Ensuite, après avoir vu la série, j'ai regardé le film et effectivement, je ne l'avais jamais vu. Donc je n'avais jamais lu les bouquins. Jamais vu l'adaptation française du talentueux Monsieur Ripley, puisqu'en fait le titre des romans c'est Monsieur Ripley. Donc les Français avaient déjà adapté les romans de Patricia Highsmith dans les années 60 aussi, je pense, puisque ça s'appelait Plein Soleil, c'était avec Alain Delon. Donc je dois pas être trop loin du compte. 60-70. Donc Ouais. jamais vu. Le talentueux Monsieur Ripley avec Matt Damon et Jude Law, jamais vu. Et pourtant il y a Jude Law, donc tu vois, franchement j'étais persuadée que je l'avais vu. Qui est incroyablement beau dans ce film. Ah là 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 là. Rien que pour lui, j'ai regardé le film. Alors le film 2 heures, quoi, hyper long. Et donc j'ai vu la série avant. Je sais que en fonction du sens dans lequel on a vu d'abord la série, ensuite le film, on va peut-être avoir une préférence. Et moi j'ai une grosse préférence pour la série parce que le film je l'ai trouvé long, je l'ai pas trouvé très précis
Et je me suis même posé la question après le visionnage de savoir qui était le plus proche des bouquins, si c'était la série ou le film. Et apparemment, c'est quand même la série qui est plus proche des bouquins parce qu'on en parlera tout à l'heure, il y a de sacrées différences. Et toi? Merci pour cette indication parce que je l'ignorais et c'est vraiment la question que tu te poses quand tu enchaînes les deux fictions. Alors moi, j'étais aussi convaincu qu'une partie de moi avait vu Ripley parce que c'était la grande période de Matt Damon à cette époque-là. C'était Will Hunting, c'était Monsieur Ripley, c'était Ocean's Eleven, juste avant qu'il fasse les Jason Bourne. Donc c'était vraiment l'acteur du moment qui était déjà brillant à cette époque-là. Et je pensais l'avoir vu, en fait non. Ni vu le film, ni lu le livre de Patricia Smith. Donc ça a été une découverte, mais moi j'ai procédé à l'inverse d'Hélène. J'ai vu d'abord le film, je me suis dit je vais respecter la chronologie. Je me suis d'abord plongé dans ce film des années 90 et ensuite dans la série Netflix Ripley, donc avec Andrew Scott. J'ai pas été déçu du voyage, hein. On va commenter ça ensemble. Il y a du bon, il y a du moins bon dans les deux. Je crois paradoxalement que j'ai préféré le film, peut-être aussi parce que le récit est plus ramassé, mais on va passer tout ça en revue. Je tiens à préciser que cette émission contiendra des spoilers. Donc si vous n'avez pas vu le film Le talentueux Monsieur Ripley, si vous n'avez pas vu la série de 2024 Ripley, je vous préviens, et vous serez divulgachés. Donc je vous invite à arrêter le podcast maintenant et à revenir nous écouter une fois que vous les aurez vus. Voilà. Vraiment une question toute bête d'ailleurs. Je sais que tu es à l'affût des moindres sorties nouveautés Netflix, mais tu ne connaissais rien de cette série. Qu'est-ce qui t'a poussé à y aller, sachant qu'aller vers une œuvre en noir et blanc, c'est pas forcément évident. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui a fait que tu as lancé cette série. Mais écoute, en fait, au départ, il y a eu quand même pas mal de pubs et j'ai vu de bonnes critiques parce que je me suis pas lancée dessus dès sa sortie et je ne savais pas que c'était en noir et blanc. Alors quand je l'ai lancé, je me suis dit, bon, je pensais avoir vu le film, donc voilà, et quand je l'ai lancé, je me suis dit, mince, le noir et blanc, ça va peut-être me bloquer, enfin, ça va peut-être être quelque chose qui va me perturber, et pas du tout. Tu plonges dans le noir et blanc, j'ai envie de te dire, et ça m'a pas gêné du tout. Et je me suis cependant demandé pourquoi il avait décidé de le tourner en noir et blanc. Et bien, figure-toi que j'ai l'explication, je l'ai trouvé. Donc, Steven Zelian, c'est comme ça qu'on dit, je ne sais pas si on dit Zélian ou Zayan. Zéliane, j'ai dit en intro. On ne sait pas. Donc en fait, il s'est lancé dans l'adaptation de ses romans, puisqu'il y a 5 romans. Il s'est lancé dans l'adaptation en ayant le souci de coller au plus près des bouquins, contrairement au film qui prend certaines libertés. Et pendant qu'il créait sa série, il avait sur son bureau le bouquin, avec une couverture en noir et blanc. Et il trouvait que c'était tellement plus, comme tu l'as dit, la série beaucoup plus sombre que le film. Il avait cette image de couverture en noir et blanc pendant tout le temps où il crée la série et du coup il s'est dit je le fais en noir et blanc. Et je trouve que c'est super parce que moi franchement le fait du noir et blanc ça m'a pas gêné parce que je me suis replongée dans les films d'Hitchcock, tu vois, cette ambiance un peu malsaine, tendue en noir et blanc, j'ai adoré. Pareil, on en parlait évidemment un tout petit peu avant de prendre nos micros. C'est vraiment la grande force de la série. J'aime beaucoup son aspect psychologique travaillé, tout ce que ça implique que de s'enfoncer dans les abîmes. Et je trouve que la série le raconte 1000 fois mieux que le film. Mais je trouve le côté plus imprévisible, parfois mieux raconté dans le film. Même s'il y a un côté Superman Clark Kent avec Matt Damon qui a des lunettes. Il a des lunettes, c'est Ripley. Il n'a pas de lunettes, ça devient Dickie. C'est parfois douteux, mais voilà, c'était la même époque que Lois et Clark, les aventures de Superman. Donc est-ce vraiment choquant, enfin quelques années après l'arrêt de la série, est-ce vraiment choquant pour l'époque? Je ne pense pas. Mais oui, en effet, il y a un aspect sombre qui, dans le clair-obscur, dans le noir et blanc, rend la série passionnante et c'est très bien d'avoir fait ce choix et ne bloquez pas là-dessus, hein. Il y a d'excellentes fictions en noir et blanc qui valent le coup d'être vues. Ne vous laissez pas, ne vous bloquez pas, ne vous mettez pas une entrave en vous disant ah non c'est pas pour moi, c'est en noir et blanc. Au contraire, laissez-vous porter. Moi l'argument numéro 1 c'est tout simplement Andrew Scott. Je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Andrew Scott, ce comédien irlandais qu'on a pu voir dans la série Fleabag, le prêtre sexy. Voilà, The Hot Priest, comme disent les anglophones. Et il était génial dans ce rôle. On va en revenir à Ripley, tout simplement d'ailleurs. Et j'aimerais beaucoup savoir, globalement,
Hélène, ce que tu as pensé du film et de la série. Tu l'as dit un peu déjà, tes préférences, mais les forces et les faiblesses dans chacune des deux. Alors, écoute, pour rebondir tout d'abord sur ce que tu viens de dire pour l'acteur qu'on a retrouvé dans Fleabag, il a aussi joué le rôle de Moriarty dans Sherlock, et donc avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Donc moi, je l'avais découvert à ce moment-là, avant Fleabag, et aussi dans Black Mirror, Oui. épisode nul d'ailleurs, si vous voulez le voir dans Black Mirror. Enfin, moi, j'ai pas aimé l'épisode, c'est l'épisode 2, saison 5, où il joue un chauffeur de taxi qui kidnappe un gars. C'est une critique des réseaux sociaux. Mais bon, peu importe. Donc voilà pour Andrew Scott. Alors déjà, d'une part, Ripley, moi je trouve qu'il est dépeint d'une façon beaucoup plus sombre. Apparemment, ça colle mieux au personnage du bouquin dans la série que dans le film. Parce que dans le film, Matt Damon, à un moment, il fait un peu enfant de cœur. Enfin, tu vois, avec ses petits yeux, ses petites lunettes, il fait tout gentil, il fait genre, il fait les trucs sans faire exprès. Tu vois, c'est là dont l'effet de surprise dont tu parles, puisqu'en fait, on n'a pas du tout l'impression qu'on va faire ça. Tandis que dans la série, on a quand même tout l'épisode 1 qui est consacré à dépeindre le personnage de Ripley. Il est beaucoup mieux dépeint, puisqu'il ses petites magouilles et ses arnaques et tout, qui touchaient des personnes âgées, il avait aucun scrupule. Et grâce à l'épisode 1, je veux dire là, le personnage de Ripley, moi j'ai eu aucune surprise sur ce qu'il a fait par la suite. Et c'était vraiment plus proche du personnage, je trouve. Plus travaillé, plus mieux installé. Je pense à tous ces plans où on le voit se regarder dans le miroir, travailler ses imitations. Et puis il y a aussi quelque chose de plus mature dans l'incarnation d'Andrew Scott, parce que Matt Damon, il fait vraiment gamin, parfois avec un grand sourire. Quelque chose de plus niais, ouais. Innocent. Je vais pas te mentir, Hélène, j'ai même rigolé en voyant le film. À certains moments, quand il s'enfonce dans ses mensonges, j'ai rigolé, mais nerveusement en fait. C'est pas que les acteurs soient mauvais, c'est que dans l'écriture et dans l'exécution, parfois il y a quelque chose d'un peu grotesque. Mais heureusement que les acteurs sont bons, heureusement que Matt Damon, Jude Law, Cate Blanchett et Gwyneth Paltrow sont eux très bien. Et je trouve par exemple que le Dickie Richard Greenleaf, Dickie, retenez Dickie, c'est plus simple. Dickie est incarné par Jude Law dans le film et il a beaucoup plus de charme et beaucoup plus de charisme que le Dickie de la série, que je trouve bien plus fade. En fait, je préfère le film dans son rythme, mais dans l'installation psychologique, je préfère la série. J'espère que vous me suivez. Mais comme je suis assez fatigué, que ma capacité de concentration est assez limitée en ce moment, j'aurais tendance à dire au jour J que j'ai préféré le film. Alors ouais, mais tu vois justement, moi je trouve que vraiment, moi j'ai préféré la série, parce que tu parles de lenteur dans la série, mais alors dans le film n'en parlons pas quoi. Et je trouve que dans la série, tu vois, Ripley, il est dépeint. Dans le film, pardon, il est moins pervers, il est plus sensible. Cette scène au théâtre où il a l'alarme, enfin, franchement, c'est ridicule. En plus, c'est un pianiste dans le film, alors que dans la série, pas du tout. Dans la série, c'est un faussaire, il a aucune morale, c'est un pervers insensible, limite un psychopathe, et il ne joue pas d'instrument. Par contre, le personnage de Dickie dont tu parles, c'est tout l'inverse. Dans le film, c'est un infidèle qui est un peu, qui est très hautain, complètement excité, qui est un peu superficiel, pas très sympa et tout. Et il joue du saxo en plus, alors que dans la série, c'est un peintre. Donc tu vois, il y a vraiment des grosses différences. Et On est d'accord. bah oui. Et je pensais retrouver certaines choses d'ailleurs du film dans la série, j'étais vraiment étonné. Il y a même des personnages qui ont sauté. Oui. Peter, l'intérêt amoureux, l'arc LGBT si vous voulez entre Ripley et Peter a sauté. Le personnage de Cate Blanchett a sauté. Je me suis dit mais ok, mais pourquoi pas, hein, ça resserre les personnages principaux, pourquoi pas. Et tu vois, Dickie dans la série, il est peintre, il est plus romantique et tout. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est un peu un mélange de Peter du Peter du film et c'est un peu le parallèle. J'ai l'impression qu'il a un peu pris le remplacement quelque part. Ils ont supprimé Peter, mais Dickie de la série est très romantique, calme, il est peintre, c'est le mec cool, genre baba cool, rien à voir avec le film quoi, où il est un peu imbuvable Dickie dans le film, faut le dire. Désolé, je sais pas qui c'est. C'est mon fils. On m'a dit que vous étiez amis. Vous l'appelez peut-être Dickie. Qui vous a dit qu'on se connaissait? Un autre de ses amis. Je ne sais plus quel c'était. Il a parlé de vous, mais il ne savait pas où vous trouver. D'accord. Vous vous souvenez de lui? Oui. Mais ça fait bien longtemps. Comment va-t-il? C'est une bonne question. Je ne sais pas vraiment. Il est en Europe depuis quelques années. Il nous envoie une carte postale occasionnellement, à ma femme et à moi. Mais en dehors de ça,
Qui sait? Tom, il est grand temps qu'il rentre à la maison. Il a passé l'âge de tout ça. Et malgré tous nos efforts, il ne nous écoute pas. Et il a dit pourquoi il voulait pas revenir? Il dit qu'il préfère la vie là-bas, qu'il peint. Avant ça, il écrivait. Mais il n'est pas peintre, ni écrivain, je vous le garantis. Tout ce qu'il fait en réalité, c'est fuir ses responsabilités, naviguer et boire. Il a pas de travail? Un travail? Non. Il n'a jamais travaillé. Il vit d'un fonds fiduciaire que nous avons bêtement monté pour lui, sur lequel nous n'avons aucun ascendant maintenant. Et ce que j'aime bien aussi dans la série, dans le replay série, c'est que on raconte un personnage qui est en galère financière, qui a du mal à payer ses dettes et qui, par un système d'arnaque un peu à la Arrête-moi si tu peux, souvenez-vous DiCaprio dans le rôle de Frank Abagnale, se fait passer pour un chargé de recouvrement dans une société bidon. Du coup, ça lui permet de détourner des fonds à son avantage. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Oui, il est plus intelligent. Il est plus intelligent, machiavélique, vraiment un pervers, quoi. Et il connaît, visiblement, dans la série, Ripley connaît déjà Dickie, qui ne se souvient plus de lui, alors que dans le film, il a menti. Il n'a jamais été à Princeton, Ripley. Ouais, je ne sais pas, il précise pas vraiment dans la série si vraiment il est à la Princeton. En fait, dans le film, il y a une erreur parce que quand il joue du piano et que le père de Dickie le voit, il porte une veste avec écrit Princeton dessus, d'où la confusion. Alors que dans la série, le père l'appelle parce qu'il se rappelle l'avoir vu quand il était plus jeune et qui connaissait son fils. Donc si ça se trouve, il était à la Princeton quand même. Il a peut-être pas fini sa scolarité. Et je crois même que dans la série ou dans le film, je ne sais plus, on apprend qu'en fait, oui, il est à la Princeton, mais pas pour faire ses études. Il est allé pour jouer du piano ou je sais plus quoi. Et en fait, il n'a pas fait ses études à Princeton. C'est ça. Il travaillait dans les salles de musique. Il me semble que c'est dans le film. Dans le film, du coup. Bah oui, puisqu'il était pianiste. Et tu vois, il y a aussi quelque chose, je trouve, qui a apporté beaucoup à la série. Le fait que ce soit pas ni Dickie un saxophoniste, ni Ripley un pianiste, c'est que dans la série, Dickie est peintre. Enfin, il veut être peintre. Il n'y arrive pas trop, en fait. Et Ripley est passionné du Caravage, le peintre. Et il y a des parallèles entre le Caravage et Ripley, puisqu'on explique un peu la vie du Caravage à l'époque en Italie. Et il est fasciné, Ripley est fasciné par le Caravage, ses peintures, etc. Et parfois, ça colle en fait à ce qu'il fait, quoi, les meurtres, etc. Donc, en plus, en noir et blanc, rendre autant le tableau dans la série en noir et blanc qu'en naturel, j'ai trouvé ça vraiment top, quoi. J'ai beaucoup aimé aussi le parallèle de la vie de Ripley, parce qu'il est à la fois David et Goliath, tu sais, il y a même cette représentation, il se transfère à un moment donné quand il observe cette toile de David qui a coupé la tête de Goliath et qui a tombé par terre, très beau plan, très belle scène aussi. Ouais, c'était chouette. Bon, c'est un fil rouge en fait dans la série d'ailleurs. C'est ça, oui. On a une série Netflix qui a fait beaucoup parler et qui a plu à la critique parce que, tu l'auras remarqué Hélène, c'est pas une série comme beaucoup d'autres, à base d'algorithmes, à base de sexe, à base de ça va à 200 à l'heure, à base de... C'est une série qui prend son temps. J'aimerais beaucoup savoir globalement ce que tu as pensé de la narration. Est-ce que ce temps qui est pris notamment à des scènes clés, je pense à l'épisode 3, là, où il commet ce premier meurtre, Ripley, j'aimerais savoir ce que tu as pensé tout simplement de la narration, la façon dont les choses sont racontées globalement. Bon, c'est assez contemplatif. Mais moi, j'adore l'Italie. Je suis allée à Rome et je rêve d'y retourner. J'étais trop contente, même en noir et blanc. C'est hyper bien refait. Les escaliers, il y a un moment où ils montent des escaliers magnifiques dans un petit village. D'ailleurs, qui n'est pas le même village dans le film que dans la série. Il faut savoir que ça a été tourné en partie en Italie, mais pas seulement. Donc, il y a eu Rome, Venise, Capri, Palerme et San Remo. Ça n'a pas été tourné à San Remo. Vraiment, c'était tourné. Donc, la fameuse scène dont tu parles. C'est censé être la scène du premier crime. C'est censé être tourné à San Remo, mais en fait, c'est tourné à Enzio. Et c'était tourné aussi à Naples. Et le meurtre donc qui a lieu à San Remo, c'est mon épisode préféré. Alors moi, j'ai adoré cet épisode. Et tu disais, c'est un peu contemplatif par moments, c'est vrai, mais vraiment, c'est magnifique, quoi, même en noir et blanc, ça crée une ambiance. Donc moi, je ne l'ai pas vu comme tu t'en perdu à regarder des paysages, comme ça aurait pu être le cas en couleur, parce qu'en couleur, évidemment, l'Italien en couleur, c'est complètement autre chose. Mais c'était vraiment plus pour l'ambiance un peu clair-obscur comme le Caravage, hein, la lumière, c'est le secret comme ils disent dans le film, dans la série. Et vraiment, en plus, c'est censé être hyper sanglant. Et tu vois, à un moment donné, dans cette scène, c'est même drôle, quoi. Oui, ça en devient comique quand Ripley doit se débattre avec le bateau. Ton l'eau qui se prend 2 fois le bateau en pleine tête, non mais...
Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce que tu racontes dans cet épisode-là, mais aussi l'épisode d'un autre meurtre qui est commis celui-là à domicile. Pareil, ce que j'aime, c'est justement le fait qu'on prenne son temps pour nous raconter à quel point c'est compliqué. De se débarrasser d'un corps. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait et comment. Et ça, j'avoue que c'est l'une des forces de la série, soit vous l'acceptez, la prise de temps, soit au contraire, ça va vous repousser et vous auriez tendance à passer en 1.5 ou tu sais, Hélène, on peut mettre en accéléré maintenant. 1.25, 1.5, voilà, comme certains le font. Moi, je le fais pas perso, mais vraiment, je trouve que ça prend aux tripes et tu te dis, mais comment il va dissimuler des indices, comment il va dissimuler des preuves, comment il va nettoyer la scène de crime. Enfin, ça rappelle un peu Dexter parfois. D'ailleurs, c'est Showtime qui produit avec un autre producteur, mais c'est Showtime, donc oui, voilà, Dexter, et j'y ai pensé aussi. Mais tu vois, les longueurs dont tu parles, elles sont essentiellement à certaines scènes qui, justement, comme sont les crimes, il y a du suspense. Parce que si t'as pas vu le film, comme moi, finalement, je me suis rendu compte assez rapidement que connaissais pas l'histoire, si t'as pas vu le film et que tu ne sais pas s'il va se faire choper ou pas, même si c'est long, moi, au contraire, ça m'a fait monter le stress, tu vois. Et j'avais même pas envie, alors que c'est un psychopathe qui se fasse choper. Enfin, tu comprends le coup de l'ascenseur et des escaliers. Et même si c'est en noir et blanc, mais tu vois le sang rouge, quoi. T'as vraiment l'impression tellement c'est... Et alors la nonchalance de Ripley, parce qu'il a absolument pas peur de se faire choper. Hein. Mais oui, et en plus, à un moment donné, il fait les choses dans un ordre que je trouve douteux, parce qu'il doit amener le cadavre vers une voiture, et je me dis, mais t'as dégueulassé l'escalier, nettoie d'abord l'escalier avant de retourner vers la voiture. Enfin, il y a tout un moment de stress. Et surtout, Hélène, on n'a quand même pas parlé de ce témoin privilégié, qui est le fameux chat. Avec ses pattes. Oh, la souris, tu parles de la souris. On en parle d'ailleurs, Junior, de la souris, c'est Fred, le fameux Fred, qui est pas du tout incarné de la même façon dans la série et dans le film. Alors, Freddy, en fait, dans la série, c'est Elliot Paulina Sumner qui joue son rôle, qui est non-genrée et qui est la fille de Sting. Ah, d'accord. Voilà. Je me disais bien que ce nom de famille me rappelait quelque chose. Ok. Et donc, c'est la fille de Sting, elle est non-genrée. Donc là, elle joue le rôle d'un homme dans la série. Et dans le film, c'est Philip Seymour. Et alors lui, il est super, Freddie Miles, hein, le rôle. Je l'ai préféré, bien plus charismatique. Mais c'est bien d'avoir joué la carte du contre-emploi avec Elliot Sumner. Parce que quand vous le voyez à l'écran, c'est un personnage qui est totalement androgyne, pour vous donner une idée, pour celles et ceux qui n'ont pas vu la série mais qui nous écoutent. Vraiment entre le masculin et le féminin, et c'est plutôt malin. Voilà, et c'est plutôt malin d'avoir joué le contrepoids, parce que Philip Seymour Hoffman est grand, il est massif, il est imposant, il est charismatique. Pour ceux qui ne voient pas qui est Philip Seymour Hoffman, c'est par exemple le grand méchant de Mission Impossible 3 en fait. Face à Tom Cruise, c'était lui. Marge has some theories, but I think she's on the wrong track. She didn't talk to Bob. Who's Bob? Delancey, in New York. I called him. We did meet at his place. He remembers it as well as I do. You're the only one that doesn't remember. Why is that? I just don't. Sorry. Okay, I don't care. I think you do. But it doesn't matter. You told me some things about you. He barely knows me. Accounting, Tom. What? That's what you told me you did in Naples. That's right. And you're sticking with that. I have no idea what you're talking about. I'm talking about what Bob said. What you really do. Which apparently is whatever anyone needs. False ID, bank letter, notary seal. Whatever it is, talk to Tom, he said. He'll get it for you. Is that why you left New York, Tom? Before someone could arrest you? Puisqu'on a parlé du premier meurtre, c'est mon épisode préféré parce que franchement, faut le voir, c'est impressionnant. Bon, c'est assez violent, hein, beaucoup plus violent que dans le film. Enfin, c'est tourné de façon à ce que ce soit cataclysmique, quoi. Il explose à ce moment-là, Ripley, parce que c'est son premier meurtre donc à San Remo. À base de coups de pagaie. Voilà. Dans le deuxième meurtre, il utilise un cendrier pour tuer Freddie Miles. Et dans le film, il utilise une statue.
Donc tu vois, ils ont même tout changé, quoi. Tu sais pas, et ça s'appelle un objet contendant, le titre de l'épisode. Donc Exact. du coup, tu te dis, mais pourquoi ils ont changé complètement même d'arme, quoi? Parce que prendre un cendrier, c'était aussi possible plutôt que de prendre une statue, en fait. Sharon Stone avait son pic à glace dans Basic Instinct. Et ben Ripley, lui, il a son Il cendrier. a son sandar. Voilà. Et même la voiture est pas la même. Et dans la série, tu vois, le meurtre est beaucoup mieux détaillé, même comment il l'amène à la voiture. Là, c'est les témoins qui le voient amener le corps mort de Freddy. On n'a pas la scène des escaliers où il le traîne et tout, mais c'est tellement dommage. Ouais, c'est une Fiat 500. Ça m'a marqué parce qu'aujourd'hui, elle est refaite, mais en voiture électrique, évidemment. Donc c'est assez marrant, ce Ouais. modèle à l'ancienne. Et je voulais aussi m'attarder, moi, sur, évidemment, le personnage principal, de quoi est fait le film. J'ai fait un petit comparatif avec DiCaprio et Arrête-moi si tu peux, quelques temps plus tôt. Il y a toujours ce truc de l'arnaque. En fait, je ne l'ai pas mis dans la liste, Hélène. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'usage, son obsession pour le papier, pour l'administratif, la rédaction des lettres, les signatures de registres d'hôtel, les signatures de chèques, rédiger des courriers pour l'entourage de Dicky. Non, c'est dans le sens où l'administratif a une place prépondérante. On est dans les années 60, hein, donc c'est normal. Mais tu vois, il y a énormément de scènes où on le voit, ce travail de manipuler autrui à travers l'écrit, en fait. Tu vois, quand il se fait passer pour le chargé de recouvrement bidon, là, à Ah réclamer et tout. oui, un peu comme les mecs sur Tinder, hein. Qui t'envoient des messages en se faisant passer pour des célibataires alors qu'en fait ils sont mariés. Oui, je comprends bien ce que tu veux dire par l'écrit. Oui, oui, d'accord. Voilà. T'as remarqué d'ailleurs à quel point il est brillant et compétent, Ripley. Ce contrepoids, Dicky ne l'est absolument pas en fait. C'est mieux souligné, je trouvais, dans la série. Où en fait, il sait pas peindre, il sait Oui, oui, franchement, on sent très bien dans le film que Jude Law, enfin Dicky, est beaucoup plus charismatique, etc., que Ripley, alors que dans la série, c'est l'inverse. Dicky, il est joué dans la série par John Flynn, et moi je le connaissais puisqu'il a fait la série Love Sick. Et dans Love Sick, il est tellement à moitié ridicule que, si tu veux, moi j'ai trouvé que ça collait bien avec l'image des anciennes séries qu'il avait pu faire. Donc Love Sick, en l'occurrence, il cherche l'amour et puis il galère. Enfin, il lui arrive plein de bêtises et tout. Et c'était une série sympa où il était tout aussi, entre guillemets, ridicule que là. Il est un peu insipide dans la série. Alors que dans le film, il est top, quoi. Dans le film, Jude Law, il a un personnage de fou, quoi. Et là, tout C'est l'inverse. ce que j'allais te dire. C'est assez fade. Alors on sent que c'est fait exprès pour mieux faire briller Ripley, je l'entends. Mais malheureusement, l'acteur, du coup, reste dans un registre qui est tellement renfermé, enfin, transparent, Oui. insipide, que j'arrivais pas à m'attacher et me dire, oh, le pauvre, il est mort. Ben, en fait, tant pis, quoi. Ouais. Et c'est ça que j'ai ressenti. Et il y a aussi une différence entre Marge dans le film, qui est jouée par Gwyneth Paltrow, et Marge, dans la série, qui est jouée par Dakota Fanning. Alors, Dakota Fanning, on rappelle, c'est la fille de Tom Cruise dans La Guerre des Mondes. La petite fille C'est qui ça. se cache sous l'escalier. Et elle jouait aussi dans Twilight, une des nanas de la congrégation des vampires italiens là, qui gérait tout le monde. Enfin, je ne sais plus. Ou Bref. pour les plus anciens, elle a joué aussi avec Denzel Washington dans Men on Fire, et bien plus tard et plus récemment dans Equalizer 3, où c'était les grandes retrouvailles entre deux. Ah tiens, Parce qu'ils j'ai sont pas vu. l'a connue gamine et elle se sont retrouvés là. Et donc justement, ouais, dans le film, Marge est beaucoup plus sympa, cool et réaliste, tu vois, parce qu'elle elle a repéré que son mec l'a trompée. Ceci dit, Jude Law la trompe dans le film, mais Dicky ne trompe pas Marge dans la série. Il est gnangnan. Enfin, il est gnangnan. Je dis Oui. pas que c'est bien de tromper, mais il n'est pas enfin, vicieux un peu comme dans le film. C'est ça, il a l'air droit. Ouais, Marge dans le film, elle est beaucoup plus maligne. D'ailleurs, elle s'éternise pas. On n'a pas de scène elle s'éternise pas sur l'usage du frigo, par exemple, l'achat du frigo. De ce que dans la série, elle est un peu moins chochotte, un peu moins gnangnan, mais par contre, il y a toute une scène sur le frigo. Dans la série, elle est plus hautaine, plus distante. Ce qui l'intéresse, c'est son frigo, c'est un peu le matériel, tandis que dans le film, elle est beaucoup plus sensible. Ouais, il y a un peu plus de sensibilité, de nervosité, de fragilité, parce que tu sens qu'elle aime profondément son homme. Aussi plus suspicieuse, je trouve, Oui, la marge de du la film. de la série. Ah ben non, la marge de la série est beaucoup plus suspicieuse parce dès le départ, elle le sent pas. Le problème, c'est que, bon, tant pis, on spoil la fin, c'est que c'est désamorcé. À la fin, quand ils se disent au revoir dans le train,
Alors que dans le film, la dernière Ah oui. réplique de, je vais y arriver avec son nom, De de Marge. Gwyneth Paltrow, c'est de Marge dans le film, c'est d'invectiver Ripley en lui disant c'est toi qui l'as tué, je sais que c'est toi qui l'as tué. Et elle est emportée dans le train, elle fait le chemin retour, c'est fini. Ouais. Retour vers les États-Unis. Pour moi, elle était plus suspicieuse dans le film. Bah, je mais- pense elle était moins suspicieuse dans le film et plus sympa, mais plus expressive finalement à la fin que la Marge de la série. Elle reste un peu, on voit qu'elle suspecte, qu'elle est toujours là derrière en train de suspecter, mais finalement elle s'exprime pas autant. Elle reste plutôt sur la réserve, pas sur ce qu'elle ressent, mais sur ce qu'elle exprime. Et ça se traduit d'ailleurs dans la narration, hein. Il y a des grandes parties où on la voit moins, Ouais. Marge. Elle n'est Mhm. pas présente. D'ailleurs, Dakota Fanning, en 2 mots, tu la trouves comment dans son interprétation? Pas facile de passer après Gwyneth Paltrow. Bah non, parce que justement, elle a l'air moins. Moi, dans Twilight, je la trouvais un peu méchante. Elle avait un rôle de méchante. Et là, je trouvais que ça lui allait bien. Elle était plus comme Jude Law dans le rôle de Dickie dans le film. Elle était un peu hautaine, un peu, tu vois, ma ville là, mon si, le bateau, l'histoire du bateau d'ailleurs, on n'en parle absolument pas dans le film, tu vois. Et on voit qu'elle était quand même un peu, oui, il vendrait jamais son bateau, il ferait jamais ci, et moi, il me laisse, gna. Parce que dans le film, elle fait, oui, il m'a laissé, il m'a abandonné. Enfin, tu vois, c'est pas du tout la même façon de le jouer. Peut-être un peu plus dans le sentimental, dans le mélo. Dans le Gwyneth film. Paltrow, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Pour ceux qui se demandent qui c'est Madame Iron Man dans les Marvel. Ouais. Et c'est aussi Madame Seven, celle qui se retrouve avec la tête dans un carton. C'est Pepper Pot dans Iron Man. Vous n'avez pas parlé de ce que tu comptais faire? Moi? De quoi tu parles? Est-ce que tu vas rester avec lui à Rome? Quelques semaines, je crois. Je vais l'aider à s'installer. Mais tu ne sais pas où il va loger? Il a dit qu'il me laisserait un message à l'American Express une fois qu'il se sera décidé. C'est à cette adresse qu'il faut lui écrire, si tu en as envie. Et ensuite? Ensuite, je vais aller à Paris. Tout seul ou avec lui? Rien que moi. Et pour Noël? Oui, quoi, Noël? Est-ce qu'il t'a dit s'il allait revenir à Atrani puisqu'il ne se rend plus à Cortina? Il m'a rien dit, mais je pense que non. Et moi, il y a un truc qui m'a profondément marqué quand je regardais la série, c'est les scènes où on voit Ripley seul. Tu vois, tu parlais de moments contemplatifs, il y en a énormément. La solitude de ce personnage aussi est frappante, quoi. Et j'ai même envie d'ajouter la solitude de Dickie, la solitude de Marge, dont elle a besoin pour l'écriture. Moi, c'est une thématique qui m'a vraiment frappé. Et je me demande si c'était aussi le cas pour toi, Hélène. Alors oui, bah, il est seul. On a une histoire de tante dans la série. Apparemment, c'est ton seul lien de famille. C'est le gars qui s'est fait tout seul, justement, de façon pas tout à fait honnête. Et sa solitude, je pense qu'ils sont plusieurs dans sa tête. Hein. Enfin, on le sait, ils sont plusieurs dans sa tête. Donc, moi, je l'ai pas trouvé trop seul. J'ai trouvé même un peu trop nombreux, ce mec-là. Tu vois, je l'ai trouvé un peu éparpillé. Pourtant, il est souvent assis derrière son bureau, souvent seul, dans des grands espaces, des grandes pièces. Ça m'a profondément frappé pour montrer à quel point, certes, il a du talent dans l'imitation, dans la copie, aussi bien sur le plan de l'écriture que sur le plan de l'expression orale. C'est une espèce de je sais pas moi, de Yves Lecoq, de Michael Gregorio, de je ne sais quel autre grand imitateur français, Canteloup, ce que vous voulez. Mais moi, ça m'a frappé le nombre de scènes où tu vois Andrew Scott seul, en fait, dans une pièce. Pas de femme, pas de mari. Ouais, tu parlais de sa transformation tout à l'heure. Alors lui, c'est pas du tout dans le style Superman. Lui, il met carrément postiche, perruque et compagnie. Et il joue avec la lumière comme le Caravage. Donc en fait, ce mec, il est toujours en train de réfléchir dans sa tête. Je pense que dans sa tête, ça tourne toujours encore et qu'il n'a pas de place pour faire entrer vraiment les autres parce que les autres, il ne les écoute pas vraiment. Et c'est ça sa grande force, c'est quand on lui pose des questions, il arrive toujours à répondre à côté, à changer de sujet et à retourner vers les autres en fait. Lui, il est en perpétuel observateur des autres, donc il n'est pas dans l'introspection personnelle, c'est-à-dire que tout se passe dans sa tête, mais il observe les autres comme un bon manipulateur qu'il est. Petit aparté, je voulais dire un truc par rapport au noir et blanc. Justement, je trouvais que c'était très très bien de le tourner en noir et blanc, aussi pour cet effet-là, l'effet de la lumière et de l'introspection.
je trouve que c'était un peu plus intimiste. Tu vois, on est moins dans le monde parce que le décor a moins d'importance finalement, puisqu'il n'y a pas toutes les lumières, les couleurs de l'Italie qui est magnifique. Hein. Ouais, bon, voilà, faut le dire. On n'a pas tout ça. On est plus dans le noir et blanc. C'est noir ou blanc en fait. Lui, il est ni noir ni blanc. D'ailleurs, c'est pas une première pour Steven Zelian, puisque La liste de Schindler, c'est lui aussi, et il l'a tourné en noir et blanc aussi, tu vois, pour que ce soit plus intimiste. Je pense que c'est ça aussi le but. Il n'était pas directeur de la photographie à tout hasard sur ce film? Ouais, je sais plus exactement. Gangs of New York aussi, tu vois, avec DiCaprio. Ou peut-être chef opérateur. Donc Gangs of New York, c'était Scorsese, et La liste de Schindler, c'est Spielberg. Lei è un artista. Uno studente di belle arti. Posso vedere il suo passaporto? Certamente. Ma posso sapere di cosa si tratta? Il passaporto, per cortesia. Bell'anello. Grazie. Americano. Sì. I will speak English then, so there is not confusion. Have a seat? Oh yes, of course, please. Non, ça m'amène justement à tout ce que tu évoques, à l'enquête finalement, quand enfin l'inspecteur entre en scène. Et j'aimerais beaucoup savoir, pour toi, sur quel support, le film ou la série, l'enquête est la mieux menée, la plus intéressante, la plus palpitante, si on peut dire, parce que mine de rien, en dépit de sa lenteur, ça reste un thriller. Bon, il n'y a pas photo, hein. Il a beaucoup plus de fil à retordre avec l'inspecteur Ravini de la série, le jeu du chat et de la souris, qu'avec celui du film. Hein. Celui du film, voilà. D'ailleurs, l'enquête est quasiment pas détaillée dans le film. C'est un peu, tu vois, c'est juste à titre d'anecdote, alors que là, ça nous fait quand même l'autre moitié de la saison, puisque l'épisode 6, 7, 8, c'est l'enquête, quoi. Enfin, la mort de Freddy, c'est l'épisode 5. Et 6, 7, 8, c'est la fuite, quoi. Enfin, c'est les tactiques de fuite, les techniques de mensonge. Enfin, voilà, c'est le moment où, comme tu dis, il passait de Ripley à Dicky à l'épisode 4, la Dolce Vita. Et ensuite, après la mort de Freddy, il est vite obligé de repasser de Ricky à Ripley, quoi, puisqu'il est obligé de reprendre son nom pour magouiller une fuite. Il se réfugie dans son identité réelle, alors qu'il est obligé de fuir la fausse identité qu'il avait prise. Exact, hein, c'est un personnage qui bouge énormément. Alors tu as cité Naples, à un moment donné, il va vivre juste à côté, dans un petit village à Trani, avec ces fameuses marches qu'il monte et qu'il descend sans arrêt. Il n'en peut plus, le pauvre, tellement il n'est pas habitué. Puis jusqu'à bouger, San Remo, Rome, Palerme, Venise, et ou peut-être Tunis, pour garder un peu de suspense. Mais voilà, c'est tout ce périple en effet. Et j'ai pensé à toi, Hélène, parce que là, on arrive dans un épisode un peu façon Colombo. C'est-à-dire que nous, on sait qui est le tueur, pendant que Ravini, justement, se décarcasse pour savoir, mais est-ce que c'est Ripley qui est le tueur, quoi? Et où sont les corps? Pour moi, l'inspecteur savait très bien que c'était Ripley, alias Greenleaf, qui avait tué. Pour moi, il le savait, mais il comprenait pas, il n'avait pas compris la double personnalité, en fait, l'erreur de passeport. Et d'ailleurs, il aurait pu le capter ça assez rapidement s'il avait bien voulu s'intéresser aux photos de Marge, puisque à la fin, elle lui envoie quand même un épisode de son bouquin où là, il se rend compte qu'en fait, Greenleaf, c'était Ripley, quoi. Et il va comprendre pourquoi il a buté dans son enquête, et voilà. Donc, non, moi, j'ai trouvé, franchement, dans la série, l'enquête est super bien menée. Franchement, c'est vraiment top, quoi. C'est plein de suspense. Chaque fois, tu te dis, non, il va le choper et tout. Et en fait, non, tu vois. Et comment Ripley s'en sort? Enfin, les pirouettes, quoi, les cascades intellectuelles. C'est ce que j'ai moins aimé dans le film, même si j'ai aimé les deux premiers tiers. C'est ça qui est drôle, c'est que le film Ripley, j'ai aimé les deux premiers tiers et le dernier tiers m'a saoulé. La série Ripley, j'ai moins aimé les 50 premiers pourcents, à part l'épisode 3, mais j'ai aimé les 50% restants. Et dans ces 50% restants, il y a aussi l'enquête, parce que la résolution est beaucoup plus claire et parlante que l'autre. En plus, on facilite la tâche à Ripley dans le film, avec le détective privé embauché par le père de Dicky. Oui. Donc, j'ai trouvé ça un grossier. Je me suis dit, vous êtes sérieux les gars, 2h19 de film pour ça? Donc c'était dommage, puisque les deux premiers tiers, même si j'ai rigolé, ça tenait. Et d'un coup, tu te dis,
Ok, c'est ça la résolution. Et j'ai trouvé la résolution de la série beaucoup plus maligne pour le coup. Et puis détaillé, et puis comment dire, c'était démontré, c'était justifié, c'était tortueux et c'était canon quoi. Tout ce qui est la mise en place vraiment du personnage, le premier épisode j'ai bien aimé, je me demandais comment il allait atterrir en Italie parce que je savais quand même que ça se passait en Italie. J'ai tout aimé, même la résolution à la fin, ça c'était les montagnes russes en fait. Après, il y a aussi, on va pas passer 1000 ans dessus, mais il faut en parler, l'homosexualité présumée du héros dans la série et dans le film, comment c'est dépeint. Ah, c'est beaucoup plus flou dans la série que dans le film. Dans le film, on comprend bien que voilà. Le problème par rapport à ça, c'est que dans la série, moi j'ai trouvé que c'était quand même les termes utilisés dans le script, dans les dialogues, les invertis. Est-ce que tu es un inverti? On sentait qu'il y avait de la discrimination homosexuelle, alors que dans le film, qui lui date des années 90, où on était quand même beaucoup moins ouvert d'esprit à ce sujet-là, c'était beaucoup plus respectueux, c'était moins stigmatisé, c'était présenté de façon beaucoup plus correcte, quoi. Que dans la série qui date de maintenant, ils reprennent clairement peut-être la mentalité des années 60 où ils sont un peu plus objectifs quoi. Ils n'ont pas essayé de faire du politiquement correct, ils ont vraiment tout en mettant un personnage non genré dans la série. Donc j'ai trouvé que le film et la série étaient collés peut-être plus à l'époque des années 60. Par contre dans le film c'est les communistes il me semble, ils parlent des communistes aussi. Tout est suggéré dans les années 90. On ne voit pas deux hommes s'embrasser. Hein. Je crois que la série Dawson n'est pas encore passée par là. En tout cas, la saison où il y a deux hommes qui s'embrassent, c'est pas encore passé par là. Je suis pas sûr, faudrait vérifier les dates. Mais en tout cas, c'est pas une évidence que de faire que deux hommes s'embrassent, mais il y a quand même une relation gay entre Ripley et Peter. La façon dont Jude Law dit clairement à Matt Damon qu'il n'est pas intéressé par les hommes et peut-être bizarrement moins virulente que dans la version de la série. Oui. Dans la série, tu parlais d'inverti en VF. En VO, il dit « I'm not queer ». Je ne suis pas queer. Et dans les sous-titres, c'est traduit par « je ne suis pas gay ». Donc c'est beaucoup plus virulent et dans le rejet, en effet. Ah oui, c'est beaucoup plus dans le rejet, dans la série qui est tournée de nos jours. Enfin, je veux dire, actuellement, je pense que ça reflète davantage la mentalité des années 60, où on parlait en effet d'averti. Parce que c'était édulcoré dans la version des années 90. C'est 90 le film hein. C'est ça, 99, paradoxalement, en effet. Alors, moi j'ai un petit truc en plus à rajouter. Jude Law a binge-watché la série, il a trouvé ça génial. Mon Matt Damon ne sait pas prononcer. C'est drôle. Non mais en vrai, c'est des questions qu'on se pose tous. C'est est-ce que Andrew Scott, et je suis sûr que oui, a dû jeter un œil déjà à l'époque à la version de Minghella. Peut-être qu'il l'avait vu, le film de 99. Ouais, sûrement. Voilà, pour comment le jouer et tout ça. Ou comment au contraire jouer carrément autre chose. Dicky m'a dit qu'il s'était vu à Naples et que Tom ne l'avait pas du tout apprécié. Il m'a dit la même chose, mais Dicky dit que le signor Ripley est quelqu'un de très bien. Oui, c'est ce qu'il me dit aussi. Je ne sais pas du tout pourquoi. Il sait très bien comment est Tom. Il voulait qu'il s'en aille, qu'il le laisse tranquille, qu'il nous laisse tranquille. On en a parlé entre nous. Pourquoi m'avoir menti en prétendant avoir vu Ripley à Roma? Quoi? Il n'est pas à Roma et il n'y était pas quand vous me l'avez dit. Si, il y était, je l'ai vu. Vous l'avez vu et il résidait sur la Via dei Coronari, selon vos dires. Selon mes dires? J'ai vérifié tous les hôtels et les pensions de la Via dei Coronari. Thomas Ripley n'a fréquenté aucun de ces établissements. Pourtant, c'est ce qu'il m'a dit. Il a probablement menti, ce ne serait pas la première fois. Pourquoi vous mentirait-il à ce sujet? Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est un menteur professionnel. Signorina, vous m'avez envoyé sur une fausse piste. Je n'ai pas de temps pour ça. Je suis très occupé. Je vous ai dit la vérité. Et la conclusion dans tout ça de la série. Le dernier épisode, il dure quand même 1h16. Bon, il y a 4 minutes de générique de fin, donc un peu plus d'1h10. Est-ce que ça valait le coup de s'impliquer pendant un peu plus de 8 heures jusqu'à ce final? Est-ce qu'il était plus satisfaisant pour toi que dans le film? Oh bah complètement, le dénouement dans la série est quand même plus construit que dans le film où franchement c'est survolé quoi. Tu te dis non mais c'est trop facile,
Dans le film, c'est vraiment trop facile. C'est vraiment une incitation à la sociopathie. Même à la psychopathie. Tandis que dans la série, il morfle quand même, Ripley. Tu vois, il a quand même du mal. Et finalement, bon, il a de la chance. Mais j'ai pas trop aimé le dénouement dans le film. J'ai trouvé ça un peu même sexiste. Parce qu'elle était jalouse. Cette histoire de femme enceinte qui est morte et il s'est suicidé parce que tu comprends, elle avait mis une femme enceinte. Ils en parlent pas du tout. Dicky, dans la série, il a aucune raison de mourir. Il y a vraiment aucune raison que qui que ce soit le tue parce qu'il est gentil comme un agneau. Donc, d'où l'amplification du suspense autour de sa mort qui est incompréhensible en fait. Ah mais oui, et puis même quand il cache le cadavre et tout, enfin je veux dire, après il a des flashbacks, on voit qu'il est quand même hanté, tu vois. Ce gars est hanté quand même par ce qu'il a fait. On sait pas trop comment il va finir. D'ailleurs, il était possible apparemment qu'il y ait une saison 2. Alors ça c'est absolument pas confirmé, mais ça a été discuté apparemment. Ce serait, voilà. Pour l'instant, c'est toujours sous la dénomination mini-série quand vous allez dans Netflix. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est de jouer avec nous, spectateurs, ce que fait intelligemment la série, et de jouer sur les pulsions de meurtre de Ripley. Parce que par exemple, quand il est avec Marge du ponton et qu'elle menace de glisser à cause de la mousse, c'est plutôt la série joue intelligemment avec nos nerfs et nous laisse croire que potentiellement, en effet, la pulsion meurtrière de Ripley peut prendre le dessus. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt malin. Ouais, il prend goût à tuer. Ça passe moins de 0 à 100 que dans le film. Mais, bizarrement, dans le film aussi, ça passait mieux pour moi parce qu'il y a un côté où on avançait, malgré quelques longueurs, mais on avançait. Mais dis donc, la fin du film, on est d'accord que c'est sur un nouveau meurtre où il étouffe Peter. On n'a que la bande-son. Peter, il est obligé d'avouer des trucs à Peter, il lui dit un peu toute la vérité, et l'autre, en fait, on l'entend faire non, non, non. Et je pense qu'il étouffe Peter. Oui, il l'étouffe et il s'excuse même en le faisant. Si tu te souviens bien, il dit je suis désolé, tout en pleurant, et il le fait. Ouais. Il va au bout de son acte. Et oui, ça s'arrête là, donc c'est pas une fin non plus heureuse. Clairement, que ce soit dans le film ou dans la série, on n'est jamais du côté de Ripley. Hein. Bon, moi j'avais peur qu'il se fasse choper, franchement, je trouvais ça... Je sais pas, j'ai été prise d'une certaine sympathie pour lui, surtout dans la série, alors que c'est un gros méchant. Mais il est... Je sais pas. Il attire pas la sympathie, même le physique du personnage, il attire pas la sympathie. Mais je sais pas pourquoi, je trouvais que... Il est tellement détaché de tout ce qu'il faisait que j'avais, moi, limite de la peine à être choquée des meurtres. Et ce qui était bien aussi dans la série, c'est le côté Lost in Translation. C'est-à-dire quand il arrive, il y a toujours ce travail d'adaptation qui nous fait comprendre aussi à nous, téléspectateurs, qu'il est doué pour apprendre et qu'il apprend vite. Parce qu'au départ, il ne sait pas parler italien, il doit monter les marches, il doit s'adapter à une culture, à un mode de fonctionnement. Il ne doit pas faire le ménage lui parce qu'il y a des majordomes, etc. Et j'aime beaucoup aimer cet apprentissage-là dont a besoin Ripley, qui est très sympa dans la série pour le coup. Est-ce que tu as une chose à ajouter sur la série ou le film Ripley ? Non, mais j'ai préféré la série. J'ai bien aimé la série, malgré ces quelques longueurs ici ou là, mais mon cerveau a mieux digéré le film parce que moins de longueurs. C'est parce que tu es fatigué. Voilà, je fais un peu trop d'émissions en ce moment, si vous voulez tout savoir. Donc on vous laisse, bien évidemment, vous faire votre propre opinion avec la série Ripley qui est disponible sur Netflix. C'est une mini-série qui comporte donc 8 épisodes. La saison des séries, c'est fini. Un grand merci Hélène d'avoir été avec moi dans cette émission. Merci à toi Junior. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries, vous pouvez nous retrouver sur votre appli podcast préféré. Pour nous dire que vous nous aimez, n'hésitez pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur les applis Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, @piloteparfait, et sur Insta, la saison des séries. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao.